S'il y a bien une chose qui empêche les gens d'investir, c'est la peur de perdre de l'argent. La peur de perdre qui empêche les gens d'investir est d'ailleurs un thème très documenté dans le monde de la finance. Voilà ce qu'en dit par exemple Robert J. Allen, l'auteur de Creating Wealth. Comment une personne pauvre devient-elle riche? Par des investissements. Comment une personne riche devient-elle pauvre? Par la spéculation. Comment une personne pauvre reste-t-elle pauvre? Par la peur. Et pour ceux qui ont déjà franchi le pas et qui investissent déjà, cette peur est susceptible de faire prendre de très mauvaises décisions. Alors dans cette vidéo, on va voir 12 principes clés, 12 règles d'or à respecter pour investir en bourse en utilisant les ETF dans le but de réussir à accélérer la croissance de son patrimoine de la façon la plus optimisée possible. Mais d'abord un tout petit rappel sur le fait de pourquoi ne pas investir, que vous le vouliez ou non, vous rend pauvre. En raison d'un ennemi que vous connaissez sûrement, dont vous avez sûrement déjà entendu parler, c'est l'inflation. Alors on en parle beaucoup moins en 2024 parce que le sujet n'est plus autant d'actualité que l'année dernière par exemple, mais pourtant l'inflation existe toujours. Selon l'INSEE, l'inflation devrait s'établir autour de 2,6% en 2024 et même si c'est beaucoup moins que l'année dernière, ce n'est pas neutre. Sur ce graphique, vous avez l'inflation en France depuis 1991 et à part en 2015, elle n'est jamais à zéro. Ce qui fait que si vous laissez votre argent dormir sur un compte, il sera rogné d'un certain pourcentage chaque année. Alors pourquoi on dit que l'inflation est un ennemi invisible? Tout simplement parce que ça ne se voit pas sur votre compte bancaire. En fait, vous avez toujours la même somme. Sauf que vous ne pouvez plus faire les mêmes choses avec. Par exemple, si vous aviez mis en réserve pour plus tard 5000 € sur un compte en 1980, alors oui, je sais, en 1980 on était en francs, mais pour simplifier la compréhension, j'ai tout mis en euros. Donc comme vous pouvez le voir dans cet exemple, les 5000 € de 1980 ont un pouvoir d'achat nettement plus faible en 2024. C'est-à-dire qu'en 2024, vous auriez toujours ces 5000 € sur votre compte. Mais pour avoir le même pouvoir d'achat qu'en 1980, il vous faudrait aujourd'hui 18 243 €. Car l'inflation cumulée pendant ces 44 ans a été de 264,90%. Et même si vous pensez être préservé en plaçant votre argent sur un livret A, ce ne sera pas toujours le cas. Comme en 2022 par exemple, où vous auriez enregistré une perte de 3,8%. Conclusion, si vous ne faites rien pour votre argent, vous le perdez, que vous le vouliez ou non. La solution, c'est investir. Par exemple, voici les performances de 4 actifs depuis 1900. On voit qu'historiquement, les actions américaines ont rapporté 9,6% par an. Ce qui fait que si vous aviez investi 1000 € en 1900 sur les actions américaines, en 2024, vous auriez presque 10 millions d'euros, 9 573 162 € pour être très exact. Alors évidemment, personne n'investit sur 124 ans. Maintenant, on peut prendre une période plus courte et beaucoup plus réaliste, 35 ans d'investissement. Donc vous avez 30 ans, vous décidez de placer 25 000 € sur le SP500. Et en ajoutant seulement 125 € par mois à la retraite, à 65 ans, vous serez millionnaire. Investir, c'est donc le meilleur moyen non seulement de ne pas perdre son argent, mais aussi de faire fructifier, de faire croître son patrimoine, à condition d'utiliser la bonne stratégie. Donc on est parti pour ces 12 principes. Premier principe, globalement il existe 3 grandes stratégies en bourse. Première stratégie, la plus risquée, c'est le trading. Vous en avez forcément entendu déjà parler, au moins de nom. Donc c'est une stratégie d'investissement active qui consiste à acheter et vendre des actifs financiers, comme les actions, mais sur une période de temps très courte. Et ça peut être de quelques minutes à quelques jours, voire quelques semaines. En fait, les traders ne cherchent pas à tirer profit de la valorisation d'une entreprise et de ses actions, mais des fluctuations de prix à court terme. Et donc, ils utilisent des techniques d'analyse pour tenter de prédire les mouvements de marché. De plus, comme le trading implique des transactions fréquentes, voire très fréquentes, les coûts de transaction sont évidemment beaucoup plus élevés. Deuxième stratégie, peut-être la stratégie la plus populaire, le stock picking. Le stock picking, ça consiste tout simplement à choisir individuellement ses actions, donc en fonction de leur potentielle future performance. Tout comme le trading, c'est une stratégie active. En général, les investisseurs qui utilisent le stock picking vont se baser sur l'analyse fondamentale des entreprises. Ils vont évaluer leur état financier, leur position sur le marché, leur gestion. L'objectif final du stock picking, c'est de sélectionner les bonnes actions et donc de tenter de battre le marché. Et c'est là tout le problème. Donc d'après l'étude Spiva, au 31 décembre 2023, il est extrêmement difficile, pour ne pas dire excessivement difficile, pour ne pas dire quasiment impossible, de battre le marché.
Cette étude représente les résultats des professionnels de l'investissement. Ici, vous avez le pourcentage de professionnels aux États-Unis qui ont réussi à battre le marché sur 3 ans, pas plus de 20%. 80% des professionnels ont donc fait moins bien. La même chose, toujours aux États-Unis, mais cette fois-ci sur 10 ans, on est presque sur 90% des professionnels qui n'arrivent pas à faire mieux que le marché. Et si vous pensez que l'Europe c'est mieux, ben non, à peine plus de 6% de professionnels font mieux que le marché sur 3 ans. Ceci dit, beaucoup d'investisseurs se tournent vers le stock picking, notamment pour la sensation de contrôle que ça donne dans le fait qu'on peut vraiment choisir soi-même les actions qui composent son portefeuille. Pour d'autres personnes, c'est également une passion. Ils aiment tout simplement analyser les entreprises, suivre les tendances de marché et prendre des décisions basées sur leurs recherches. Alors pourquoi pas, mais si vous faites du stock picking, déjà vous devez savoir que ça demande des recherches approfondies et donc que c'est chronophage et complexe. Et surtout, cerise sur le gâteau, les résultats ne sont absolument pas garantis. On vient de le voir avec les professionnels et tout simplement pour une règle très simple, personne ne peut prédire avec certitude l'évolution des marchés. On va y revenir dans la vidéo. Et enfin, la troisième stratégie, c'est tout simplement l'investissement passif, comme l'achat d'ETF, qui offre une diversification automatique et qui ne nécessite ni temps ni surveillance. Tout simplement parce que l'investissement passif long terme consiste à acheter et à détenir un portefeuille d'actifs diversifiés sur une longue période, en suivant l'évolution générale du marché sans tenter de le battre. Donc cette stratégie repose sur la théorie selon laquelle, sur le long terme, les marchés financiers sont haussiers. Comme on peut le voir sur ce graphique historique du SP500 depuis 1927, malgré des crises, malgré des chutes, globalement, la tendance sur le long terme, elle est haussière. L'objectif de cette stratégie, c'est donc de réaliser des gains en capital sur le moyen, sur le long terme, par une large diversification qui permet donc de minimiser le risque. De plus, ce type d'investissement nécessite des compétences, bien sûr, mais des compétences bien inférieures, beaucoup moins complexes que les deux autres stratégies qu'on a vues avant. Une compréhension générale des principes de base de l'investissement et de la diversification et de la construction d'un portefeuille sont largement suffisantes. Maintenant, même avec une stratégie passive long terme, c'est le principe numéro 2, il va falloir l'optimiser car c'est ce qui va faire une différence vraiment potentiellement incroyable. Donc quand on parle d'optimiser sa stratégie en bourse, on fait référence au processus d'amélioration de la performance d'une stratégie d'investissement en ajustant divers paramètres. L'objectif, c'est de maximiser les gains et de minimiser le risque. Et pour maximiser les gains, c'est essentiel de réduire les coûts. Car si les intérêts composés avec plus de performance vont amplifier vos gains, avec plus de coûts, ils vont faire la même chose pour les pertes potentielles. Si on prend par exemple un investissement de 50 000 € sur 35 ans, placé à 10%, cela donne 1 405 122 € au final. Avec seulement 1% de moins au départ, votre investissement final vous aura rapporté 27% de moins. Juste pour une petite différence de 1% au départ. Avec 3% de moins au départ, c'est moins 62% à l'arrivée. C'est énorme. C'est pour ça que vous devez bien avoir en tête que tout ce qui réduit les gains a un effet cumulatif négatif similaire à celui des intérêts composés. Et c'est pour ça qu'on en arrive au principe numéro 3. Ne pensez pas que passer par un professionnel vous garantit forcément d'avoir les meilleurs retours sur investissement possibles. Déjà, on a vu que même si beaucoup de gérants promettent d'avoir des performances supérieures au marché, dans les faits, très peu y arrivent. De plus, quand vous allez voir votre banquier par exemple et que vous ouvrez une assurance vie et qu'il vous propose des unités de compte, des fonds qui sont présents dans les unités de compte, ben, ce qui se passe, c'est que ces fonds gérés activement sont en général gonflés en frais. Ces frais, les frais de gestion, c'est ce qui vous est facturé par le gestionnaire du fonds justement pour s'occuper de vos placements. Pour bien comprendre, on va prendre un exemple français pour changer. On va partir sur la performance du CAC 40 GR, 8,8% depuis 35 ans. 50 000 € investis à 8,8% de rendement annualisé vous donnerait presque 1 million d'euros en 35 ans, 957 153 € pour être exact. Beaucoup d'ETF sur l'indice CAC 40 facturent des frais courants qui sont globalement de 0,25%. Dans ce cas, le rendement serait donc de 8,55% et le capital final serait de 883 108 €. En revanche, le pourcentage moyen des frais des fonds actifs est bien plus élevé. Par exemple, ceux de la catégorie Action France grande capitalisation sont à 1,80%. Alors même si ça vous paraît peu, dit comme ça, 1,80%, ces petits 1,80% vous coûteront presque la moitié de votre gain potentiel car votre rendement annualisé ne sera plus que de 7% en réalité. Et donc votre capital final sera de 533 829 €. Donc,
C'est quelque chose que je reçois souvent par email, des questionnements sur les professionnels, les banquiers, les CGP, etc., etc. Ne pensez pas que passer par des professionnels est la garantie absolue d'avoir des bonnes performances. Ce n'est pas du tout le cas. Donc, vous pouvez passer par des professionnels si ça vous rassure, si vous voulez vraiment le faire, mais formez-vous avant. Formez-vous avant pour savoir ce qu'on fait de votre argent et ne laissez pas quelqu'un, les yeux fermés, gérer votre argent, tout simplement parce que ça vous mènera à la sous-performance. Principe numéro 4, ne cherchez pas à timer le marché et investissez sur le long terme. Timer le marché, qu'est-ce que ça veut dire? Ça signifie essayer d'anticiper les mouvements du marché pour acheter ou vendre au moment le plus opportun. Donc l'objectif évidemment, c'est d'acheter quand c'est bas, de vendre quand c'est haut pour maximiser les gains ou minimiser les pertes. Cependant, timer le marché est extrêmement difficile, tout simplement parce que les marchés sont influencés par une multitude de facteurs, et ces facteurs sont totalement imprévisibles. D'ailleurs, on a vu précédemment que les professionnels n'y arrivent pas ou très peu. Pourquoi? Alors le graphique que je viens de vous afficher à l'écran est réalisé en utilisant 20 ans de données provenant de JP Morgan. Il montre comment le fait d'essayer d'anticiper le marché peut réduire la valeur de votre portefeuille, car une erreur de timing sur le marché, ne serait-ce que de quelques jours, peut avoir une incidence considérable sur vos rendements. Donc, dans ce graphique, il y a 7 scénarios qui comparent le rendement total d'un placement de 10 000 $ dans l'indice SP500 entre le 1er janvier 2003 et le 30 décembre 2022. Donc, scénario numéro 1, vous restez investi tout le temps. Votre rendement annualisé est de 9,8%. Votre capital final est de 64 844 $. Scénario numéro 2, vous manquez les 10 meilleurs jours sur 20 ans. Les 10 meilleurs jours sur 20 ans. Votre rendement annualisé n'est plus que de 5,6%. Votre capital final tombe à 29 708 $. Vous avez perdu plus de 50% par rapport à quelqu'un qui est resté investi tout le temps, seulement parce que vous avez manqué 10 jours sur 20 ans. Alors je ne vais pas vous lire tous les scénarios, vous les avez sous les yeux, mais dans le dernier cas, si vous manquez les 60 meilleurs jours, encore une fois 60 jours sur 20 ans, vous avez perdu 93% par rapport à ce que vaudrait votre portefeuille si vous aviez simplement continué à investir. Votre rendement annualisé est de moins 4,2% car vous avez perdu de l'argent par rapport à votre investissement initial de 10 000 $. Votre capital final n'est plus que de 4 205 $. Prévoir le court terme est impossible, hormis par chance pour la simple et bonne raison qui est totalement logique et compréhensible par tout le monde, que s'il y avait des signaux à toute épreuve pour anticiper le marché, tout le monde les utiliserait. En revanche, conserver vos placements sur le long terme, même pendant les fluctuations de marché, va vous permettre de générer des rendements importants, car comme on l'a vu précédemment, sur le long terme, les marchés sont haussiers. Je vais prendre encore un autre exemple parce que je reçois sans arrêt des questions de personnes qui me disent c'est trop maintenant, est-ce que je dois vraiment rentrer sur les marchés ou c'est en train de chuter, est-ce que ça va pas continuer à chuter plus? Donc c'est impératif vraiment pour vos investissements de bien saisir cette notion de ne pas timer le marché. Donc si on prend par exemple l'indice Nasdaq 100 qui est assez volatile. Comme on peut le voir sur ce graphique sur 2 ans, de 2021 à 2023 où les actions ont beaucoup fluctué. Savoir quand acheter ou vendre pendant cette période était littéralement impossible. Mais sur le plus long terme, on voit que la tendance est haussière et si vous restez investi, vous allez profiter pleinement de cette tendance et être gagnant. Vous voulez bien avoir en tête que tant que vous ne vendez pas, vous ne perdez pas dans la mesure où les marchés vont remonter ensuite. Cependant, on est d'accord que à certains moments, on peut avoir besoin de son argent et c'est pour ça que pour ne pas vendre au plus mauvais moment, vous devez appliquer le principe numéro 5, c'est le fait de classer son épargne en différentes catégories. Donc grosso modo, on peut classer son épargne en 3 grandes catégories. Premièrement, c'est l'épargne de sécurité. C'est une épargne qui a pour objectif de constituer une réserve d'argent pour faire face aux imprévus et ou aux urgences, donc panne de voiture, perte d'emploi, dépenses médicales inattendues, etc., etc. Elle doit être facilement accessible, donc elle est généralement placée sur des comptes à faible risque et très liquides, comme un compte épargne ou un livret bancaire. Pour cette épargne, on conseille en général de mettre 3 à 6 mois à 12 mois de dépenses courantes, dépendant de votre situation personnelle et professionnelle. Numéro 2, c'est l'épargne de projet. Donc l'objectif, c'est de financer un projet spécifique qui peut être à court terme, à moyen terme, comme l'achat d'une voiture, les vacances, un mariage ou une rénovation de maison. Donc cette épargne est souvent placée sur des comptes qui offrent un rendement supérieur à ceux de l'épargne de sécurité et qui sont surtout choisis en fonction de l'échéance du projet, du niveau de risque acceptable. Donc si vous avez un projet qui est sur 2 ans, vous n'allez pas agir de la même façon que si vous avez un projet qui est sur 5 ou 7 ans. Et enfin, dernier type d'épargne, c'est tout simplement l'épargne d'investissement. Donc c'est là, justement, c'est cet argent que vous allez
investir dans votre allocation stratégique en bourse si vous faites de la bourse, et j'imagine que c'est le cas si vous regardez cette vidéo. Donc l'objectif, c'est de faire fructifier son argent sur le long terme pour des objectifs comme la retraite, l'achat d'une propriété ou constituer un patrimoine. Cette épargne, elle est placée sur des actifs financiers plus risqués mais potentiellement plus rentables. Le but est de maximiser les rendements sur une longue période en acceptant une certaine volatilité. Donc là, on va être sur un horizon de placement qui est plus long terme. Donc après, ça dépend des gens, ça dépend des profils, mais ça va commencer, on va dire, à 5-7 ans, c'est vraiment le minimum. Si vous êtes sur du 5-7 ans, évidemment, il faudra partir sur du beaucoup plus sécuritaire que si vous êtes sur du 20, 25, 30 ou plus. Et donc maintenant, on va passer au principe numéro 6 qui est lié à ce qu'on vient de voir juste maintenant, c'est l'horizon de placement qui doit être à la base de votre stratégie. Donc l'horizon de placement, c'est finalement le temps pendant lequel vous allez rester investi. Vous décidez d'investir et cet argent qui est investi va rester investi. Vous devez donc le déterminer le plus précisément possible parce que comme on vient de le voir, un horizon de placement de 10 ans ne donnera pas du tout la même allocation qu'un horizon de placement de 15 ans, de 20 ans ou de 25 ans. C'est l'horizon de placement vraiment le point central de votre stratégie parce que c'est avec cet horizon de placement que vous allez définir les actifs, votre stratégie, les actifs, votre allocation, votre portefeuille, tout ce que vous allez vraiment, voilà, tout ce sur quoi, vous allez investir. Donc globalement, on pourra définir ça pour l'investissement en bourse en différentes catégories. Première catégorie, ça sera moins de 7 ans. Ensuite, ça sera de 7 à 15 ans. Et après, de 15 à 20 ans ou plus. Et donc voilà, court terme, moyen terme ou long terme. Au final, l'horizon de placement détermine le niveau de risque acceptable. Plus l'horizon de placement est long, plus un investisseur peut tolérer les fluctuations du marché car il a plus de temps pour récupérer d'éventuelles pertes temporaires. Un horizon de placement long permet de profiter des intérêts composés en maximisant les rendements. C'est pourquoi pour un horizon long terme, vous pouvez choisir des actifs qui, même s'ils sont très volatiles à court terme et donc beaucoup plus risqués, offrent historiquement des rendements plus élevés sur de longues périodes. En revanche, pour un horizon court terme, la priorité sera donnée à la sécurité et à la liquidité, donc les placements risqués seront à minimiser, dépendant évidemment de l'échéance de l'horizon et de vos objectifs. Évidemment, l'horizon de placement évolue avec le temps parce que si quand vous avez 20 ans, vous décidez que vous avez 30 ans d'horizon de placement, quand vous aurez 35 ans, il vous en restera plus que 15. Donc, tout au long de cet horizon de placement, petit à petit, votre allocation va évoluer vers de plus en plus de sécurité. On va y revenir après, au fur et à mesure qu'on se rapproche de cet horizon. Principe numéro 7, construire un portefeuille diversifié. Diversifier son portefeuille, ça permet de gérer le risque et d'optimiser le rendement global. Par exemple, j'ai souvent des commentaires sous mes vidéos YouTube de personnes qui me disent pourquoi se prendre la tête, pourquoi tout simplement ne pas investir juste sur un ETF SP500. Tout simplement pour éviter la dépendance à un seul actif, à une seule zone géographique et réduire le risque. En diversifiant, vous n'allez pas mettre tous vos œufs dans le même panier. Actuellement, les États-Unis performent très bien. Est-ce que les États-Unis vont vraiment, d'ici 10 ans, 20 ans, 30 ans, garder leur hégémonie ? Personne ne peut le prédire avec certitude. Avec la diversification, si une économie ou un secteur performe moins bien ou mal, les pertes vont être compensées par une meilleure performance dans d'autres parties du portefeuille. Vous répartissez le risque sur plusieurs actifs. Sur ce graphique, on voit que le risque total est égal au risque systématique ou risque de marché, comme un crash par exemple, plus le risque non systématique qu'on appelle souvent le risque spécifique. Donc il y a un certain niveau de risque en dessous duquel on ne peut pas descendre, c'est le risque systématique. Même si vous avez acheté des dizaines d'actifs différents dans votre portefeuille, vous ne pouvez pas éviter le risque lié au marché, les cas de crise comme en 2008 ou en 2020 par exemple. En revanche, et c'est ce qui est très important, si le portefeuille est bien diversifié, le risque non systématique ou spécifique est pratiquement égal à 0. La diversification permet donc de limiter, même de supprimer le risque non systématique, ce qui est spécifique à une entreprise, à un secteur ou à une économie, ce qui permet d'éviter des pertes importantes et de profiter des opportunités offertes par différents secteurs et régions géographiques. Principe numéro 8, construire un portefeuille avec des actifs décorrélés. On dit que deux actifs sont décorrélés quand ils n'ont pas de relation directe ou prévisible dans leur mouvement de prix. Ce qui signifie, en termes plus clairs, que les variations d'un actif n'affectent pas ou très peu les variations de l'autre. Sur ce graphique comparatif entre un ETF Gold et un ETF Action, les deux actifs sont corrélés négativement. Quand l'un augmente, l'autre tend à diminuer et inversement. Donc choisir des actifs décorrélés ou inversement corrélés dans un portefeuille permet évidemment de réduire le risque global. Car si une partie du portefeuille subit une perte, les actifs décorrélés ne seront pas affectés de la même manière car ils réagissent différemment aux mêmes événements économiques. Et dans le cas d'une corrélation négative, quand certains vont générer des pertes, d'autres pourront donc générer des gains, ce qui va stabiliser la performance du portefeuille. L'économiste américain
l'américain Harry M. Markovitch est l'un des principaux défenseurs de l'idée de diversification en investissement. C'est lui qui a théorisé et popularisé l'approche de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier dans le contexte des investissements financiers. Dans son article fondamental de 1952, intitulé Portfolio Selection, il a formalisé l'idée que diversifier un portefeuille en répartissant les investissements entre plusieurs actifs peut réduire le risque global sans nécessairement sacrifier le rendement attendu. Cette idée est au cœur de la théorie moderne du portefeuille pour laquelle Markovitch a reçu le prix Nobel d'économie en 1990. Principe numéro 9, construire un portefeuille raisonnable en termes de risque. Quand on commence à investir, quand on est un investisseur débutant, c'est très tentant d'aller chercher un portefeuille très agressif, par exemple en 100% ETF actions. L'investissement passif, c'est bien, on peut le mettre en place facilement, mais c'est long. Du coup, on peut avoir cette tendance à concentrer son portefeuille sur des actifs jugés plus prometteurs, mais aussi beaucoup plus risqués et beaucoup moins diversifiés. Cependant, il y a 3 risques principaux dans lesquels vont tomber la majorité des investisseurs qui sont tentés par faire ça. Premier risque, c'est la surcompensation. Donc la surcompensation est un biais qui est dû à la peur de perdre. Quand vous investissez à 100% sur des actions par exemple, dans notre cas 100% ETF actions, donc par exemple 100% MSCI World ou 100% SP500 ou encore pire 100% Nasdaq 100. Donc outre le fait que c'est absolument pas diversifié en termes d'actifs, vous avez l'impression que votre portefeuille ressemble à ça. Voilà, mon portefeuille c'est 100% ETF actions. Et là, difficile de dormir sereinement sur ses deux oreilles quand les actions font du yo-yo. Avec une perte de 20% sur le marché action, ce qui n'est pas si extraordinaire, c'est 20% de votre capital également qui disparaît. Donc si vous avez un portefeuille de 100 000 euros, c'est 20 000 euros en moins d'un coup. Du coup, qu'est-ce qui se passe ? Vous allez surcompenser. C'est-à-dire que vous pensez être investi en 100% ETF actions, mais dans les faits, votre patrimoine ressemble plutôt à ça. Et donc vous avez exactement l'effet inverse que celui recherché en investissant en 100% actions. Au lieu d'en gagner, vous perdez de la performance car au global, vos investissements sont beaucoup trop sécuritaires et vous allez être largement surperformé par quelqu'un qui a un portefeuille beaucoup plus raisonnable du type 60-40. Deuxième risque, quand la stratégie est trop agressive, c'est évidemment la mauvaise décision. Un portefeuille trop concentré, trop risqué va augmenter les décisions qui vont être impulsives. La volatilité élevée de ces actifs signifie que leur valeur peut fluctuer de manière très importante en très peu de temps. Et donc du coup, sous l'effet de la panique ou alors de l'euphorie, vous pouvez être amené à acheter ou vendre au plus mauvais moment. Et on a vu tout à l'heure que le meilleur moyen de gagner de l'argent, c'est de rester investi quoi qu'il arrive, en accord avec votre stratégie, en accord avec votre horizon de placement. Et enfin, troisième risque, tout simplement la possibilité de tout perdre avant l'atteinte de son objectif. Les crashs peuvent se produire à n'importe quel moment en bourse, et surtout au moment où on les attend le moins. Si le portefeuille est trop dépendant de ses actifs, une chute brutale de leur valeur peut anéantir des années de gains en un temps record. Par exemple, pendant la crise financière de 2008, de nombreux investisseurs fortement concentrés en actions ont vu leur portefeuille perdre plus de 40% de leur valeur en quelques mois. Pour ceux proches de la retraite ou ayant des objectifs financiers à court terme, ces pertes ont été catastrophiques et dans certains cas, totalement irrécupérables. Construisez un portefeuille raisonnable en termes de risque, en accord avec votre horizon de placement et diversifiez-le bien, notamment en termes d'actifs. Principe numéro 10, optimiser votre imposition. Alors optimiser son imposition, ça dépend évidemment de beaucoup de facteurs. Ici, j'ai choisi de vous parler, pour vous donner un exemple, du choix des supports. Donc si vous investissez par exemple sur PEA, ce qui va se passer, c'est que vous allez bénéficier d'une exonération totale d'impôts sur les gains réalisés, les plus-values ou les dividendes à partir du moment où votre PEA atteint son 5e anniversaire. Par exemple, si vous avez ouvert votre PEA le 1er avril 2020, à partir du 2 avril 2025, vos gains et revenus seront exonérés d'IR. Alors je précise évidemment que ça ne concerne que les gains. Le capital, lui, n'est jamais taxé. En revanche, les prélèvements sociaux, eux, seront toujours dus, quel que soit l'âge du PEA. Autre avantage important du PEA, ce support fonctionne en circuit fermé. Et tant que vous faites des échanges au sein de votre PEA, vous ne payez aucune taxe, rien du tout. Vous ne payez des taxes, c'est-à-dire les prélèvements sociaux. Ici, je parle dans le cas d'un PEA qui a plus de 5 ans, que quand vous sortez l'argent du compte espèces pour le mettre sur votre compte courant. Donc quel que soit le montant des plus-values ou des dividendes que vous touchez, si vous ne les retirez pas du compte espèces du PEA, vous ne payez rien. C'est ce qu'on appelle une enveloppe fiscale, seuls les retraits sont taxés. En cas de rééquilibrage entre différents actifs par exemple, cela ne déclenchera pas l'imposition ou les taxes, qui vous permettra de mieux profiter des intérêts composés.
explosé. Maintenant, si vous le faites le choix d'investir sur un CTO, pas d'avantage fiscal d'aucune sorte. C'est 30% de la flat tax, hormis si vous optez pour le barème progressif de l'impôt sur le revenu. De plus, ce CTO n'est pas un circuit fermé. Dès que vous vendez un actif et faites une plus-value ou que vous touchez un dividende, vous êtes taxé. Moralité, il faut bien faire attention avant de se ruer sur un CTO, et d'une façon générale, il y a aussi beaucoup d'autres aspects à prendre en compte. Il n'y a pas que ces supports-là, il y a aussi l'assurance vie, il y a aussi le PER. Bref, voilà, il faut faire bien attention à avoir tous les paramètres pour optimiser son imposition, car c'est évidemment très important pour votre performance, parce que l'imposition peut la minorer fortement. Principe numéro 11, sécuriser votre portefeuille petit à petit. On l'a vu, les marchés financiers sont dynamiques et peuvent changer à tout moment. Une baisse brutale peut se produire à tout moment. Or, plus le temps passe, plus votre horizon de placement diminue, c'est logique, et donc plus la fin de cet horizon se rapproche. Par exemple, si vous avez construit votre portefeuille à 30 ans en vue de toucher une rente à votre retraite, vous avez 35 ans, peut-être même 40 ans devant vous avant d'utiliser votre capital. Un portefeuille 80-20 ou même 90-10 était tout à fait pertinent. Mais aujourd'hui, 20 ans plus tard, il ne vous reste plus que 15 ans ou 20 ans devant vous avant d'utiliser ce capital. Un portefeuille 60-40 est peut-être beaucoup plus approprié. Donc sécuriser votre portefeuille, ça sert à éviter qu'une chute brutale et imprévue des marchés, juste avant de retirer votre argent, vous en fasse perdre une grosse partie et vous empêche d'en profiter. Et enfin, dernier principe, très important aussi, investissez mécaniquement. Le meilleur moyen quand on investit en bourse, c'est littéralement d'agir comme un robot. Et comment on peut être capable, en tant qu'humain, puisqu'on est des êtres émotionnels, d'agir comme un robot? Justement en mettant en place plusieurs principes qu'on va voir. Premier principe, mettez en place une stratégie à laquelle vous faites 100% confiance. C'est-à-dire que si vous choisissez la stratégie de l'investissement passif avec les ETF, prenez un petit peu de temps au départ pour vraiment vous former, pour optimiser votre stratégie. C'est vraiment important de le faire dès le départ, parce que si vous commencez à vous dire ok, je commence à investir parce que c'est simple, et puis que vous changez un coup, puis que vous rechangez un deuxième coup, que vous rechangez un troisième coup, ça vous fait perdre du temps, ça vous fait faire des allers-retours et donc ça vous fait perdre de l'argent. Bref, il vaut mieux à un moment donné mettre les choses à plat, prendre un mois pour se former, définir cette stratégie, et ensuite voilà, que vous ayez confiance en votre stratégie, que vous, voilà, après vous n'en changiez plus, que vous faites quelques petites optimisations, c'est normal au fur et à mesure, mais que globalement la structure de base de votre stratégie soit en place. Deuxième principe, en fait je viens de le dire en même temps, j'ai un petit peu mangé, voilà, c'est une fois que vous avez mis en place votre stratégie à laquelle vous faites 100% confiance, ne bougez plus de cette stratégie, sauf pour de petites optimisations. Si vous la modifiez, ça va vous faire perdre de l'argent, notamment par les coûts supplémentaires, tels que les frais de transaction ou les taxes sur les gains à court terme si vous investissez par exemple sur CTO. Et en plus, rappelez-vous toujours que le principal allié de l'investisseur, c'est le temps. Donc si vous mettez en place une stratégie à laquelle vous croyez, vous n'en changez plus, sur le temps, vous aurez des résultats qui peuvent être spectaculaires. Et enfin, utilisez le DCA. Le principe du DCA ou du dollar cost averaging, c'est qu'en investissant régulièrement, vous allez moyenner le prix de revient de vos actifs et donc réduire ce prix. Sur cet exemple fictif, on voit que sur les 3 mois seulement, le prix moyen d'achat des actions a été de 12,67 $ et de 12,32 $ en utilisant la méthode DCA. Avec le DCA, vous baissez l'impact de la volatilité. Et enfin, dernière chose, pour pouvoir justement investir mécaniquement, c'est surtout de ne pas écouter le bruit ambiant. N'écoutez pas les vidéos de crash potentiel, de catastrophe, de voilà, les choses ne seront plus jamais comme avant. N'écoutez pas ça, restez concentré sur votre stratégie. Cette citation de Warren Buffett reflète bien l'idée de ne pas se laisser perturber par les fluctuations quotidiennes et les prédictions alarmistes tant que l'on a une stratégie d'investissement bien pensée. Il y aura toujours quelqu'un pour prédire une catastrophe imminente ou pour proposer une opportunité incroyable. Laissez tomber et suivez votre stratégie, vous vous en porterez beaucoup mieux et votre portefeuille aussi. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura aidé. Vous avez aussi des fichiers bonus que vous pouvez télécharger dans les liens en description et d'autres vidéos que vous pouvez regarder si vous le souhaitez. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine. Salut!